Mathilde Panot, députée La France Insoumise du Val-de-Marne, bonsoir. Et d'abord la fin du vrai-faux suspense pour l'investiture macroniste à Paris. Cédric Villani vient donc d'annoncer qu'il n'avait pas été choisi face à Benjamin Griveaux et Hugues Rançon. Comment réagissez-vous ? La guerre des places à La République En Marche m'intéresse assez peu. En fait, c'est pas une question de personne et c'est pour ça qu'on fait de la politique. Que ça soit Monsieur Rançon, Monsieur Villani ou Monsieur Griveaux n'a absolument aucune importance. Ce qui a d'importance pour moi dans ces municipales, c'est de savoir, dans la ville de Paris et dans les autres villes du pays, comment les citoyens peuvent prendre le pouvoir et décider sur leur ville, notamment avec des référendums d'initiative citoyenne, mais aussi des élus qui sont révocables, sur lesquels on garde le pouvoir. Comment est-ce que Paris ne devient pas une ville qui continue à expulser les riches loin de la ville qu'elle est, et notamment il y a un gros problème de logement indigne. Comment est-ce qu'on fait que Paris ne soit pas irrespirable en problème de canicule, en période de canicule, et notamment avec la question de la végétalisation et des arbres dans la ville? Comment est-ce qu'on fait les transports gratuits? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Pour répondre à la question, est-ce qu'il y avait une vraie compétition entre les différents candidats ou les jeux étaient faits d'avance? Non, les jeux étaient faits d'avance. On savait assez bien que c'était l'Élysée qui décidait sur cette question, le gouvernement qui décidait sur cette question. Donc bon, non, il y a pas de vrai suspense sur cette question, mais à la rigueur, ça, vraiment, pour le coup, ça ne m'intéresse absolument pas. Allez, j'ai l'autre actu du jour. Mediapart a révélé les agapes fastueuses de François de Rugy quand il était président de l'Assemblée nationale. Eh bien, c'était le boulot, s'est-il défendu. On l'écoute. Quand on est président de l'Assemblée nationale, on a une fonction de représentation importante qui consiste à rencontrer énormément de gens. Je le dis avec force, il n'y a pas eu de dîner entre amis qui aurait été organisé sous ma présidence à l'hôtel de la Sey et qui aurait été financé par l'Assemblée nationale. Travail de représentation, dit celui qui est maintenant numéro 2 du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dans Mediapart, la femme de Monsieur de Rugy dit notamment que ce sont souvent des amis qui sont là au dîner. Donc bon, ça on le verra, mais en tout cas il y a une certaine indécence en fait dans cet épisode-là. Une indécence parce que le pays en général va mal, que quand même on a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, que le décret gouvernemental qui a été pris il y a peu sur la question des chômeurs va enlever encore 1,2 million de personnes de l'indemnisation du chômage et donc détruit l'assurance chômage qu'on a dans notre pays. Donc il y a une certaine indécence et une certaine hypocrisie aussi parce que Monsieur de Rugy, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, avait mené donc la loi de moralisation de la vie politique avec lequel on nous a bassinés et c'est important la transparence, nous faisons la transparence sur nos factures, etc. Mais lorsque l'on voit ce qui se passe à ce moment même là à l'hôtel de la Sey, bon, il y a une certaine hypocrisie. C'est le homard et le champagne. On va le dire autrement. Si Monsieur de Rugy veut manger du homard avec ses amis, très bien, mais qu'il le paye lui-même. C'est ça en fait la question qui se pose, parce que Monsieur de Rugy a déjà sa paye de parlementaire. En plus, en tant que président de l'Assemblée nationale, son indemnité est 2 fois plus élevée. Il est déjà logé, nourri. Bon, il peut se payer le homard. Je pense qu'il n'est pas à plaindre dans ce pays. Donc c'est plutôt le signe d'une indécence de la part de M. de Rugy. Emmanuel Macron avait fait de l'exemplarité l'un de ses marqueurs politiques. Est-ce que, comme l'écologiste Delphine Batho, vous réclamez la démission de François de Rugy? Je pense que c'est pas là-dessus qu'on réclamerait sa démission. Je pense que là où M. de Rugy est complètement incompétent, et malheureusement je ne crois même pas que ça soit qu'un problème de personne, que c'est un problème de politique plus général qui est mené par le gouvernement, c'est que vendredi va s'arrêter le train Rungis-Perpignan qui était le dernier train de primaire en France, qui va remettre 25 000 camions sur les routes, alors qu'on est déjà dans un pays où 67 000 personnes meurent de manière prématurée à cause de la pollution de l'air. On a encore signé des accords de libre-échange. On va ratifier le CETA, enfin j'espère, on ne va pas ratifier le CETA, l'accord de libre-échange Union européenne-Canada, et il y a eu avec le Mercosur et notamment avec le Brésil de Bolsonaro. Donc je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut l'attaquer, pour dire, en ce moment, il est mené une inaction criminelle qui en fait va nous fermer la porte des siècles à venir. C'est ça qui est en train de se passer. Donc c'est effectivement indécent, c'est immoral, mais je pense que c'est surtout sur son bilan politique écologiste qu'il faut l'attaquer. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a annoncé le déremboursement total de l'homéopathie à partir de 2021. Est-ce que vous soutenez la ministre de la Santé ? Écoutez, les polémiques sur l'homéopathie existent déjà depuis longtemps. Moi, je ne suis pas scientifique pour dire si c'est efficace, pas efficace. Apparemment, il y a des études qui montrent que ce n'est pas efficace. Mais en fait, c'est un problème assez mineur, la question de l'homéopathie et du remboursement ou du déremboursement de l'homéopathie. Là où il y a une question majeure, c'est sur la question des laboratoires. Les laboratoires ont fait 1000 milliards de bénéfices et ils en ont versé 900 milliards à leurs actionnaires. Et aujourd'hui, on est devant un problème, de pénurie de médicaments. Et ça, je pense que ça, c'est... Pardonnez-moi, donc il est logique de dérembourser.
Alors, il faut surtout s'attaquer au pouvoir des laboratoires. C'est ça que... Non, parce qu'en fait, concrètement, il y a plusieurs choses. Il faut s'attaquer au pouvoir des laboratoires. Il faut s'attaquer à une régulation pour qu'il y ait des prix qui soient régulés sur la question des médicaments. Et notamment, les anticancéreux ont augmenté de manière considérable en 10 ans. Et donc, on a besoin d'avoir une régulation sur cette question. Pourquoi ? Et puis surtout, on a besoin d'avoir une souveraineté sanitaire. C'est ça le vrai problème de santé. C'est pas l'homéopathie ou pas l'homéopathie. C'est d'avoir une souveraineté sanitaire, notamment avec le fait qu'on remette la fabrication de médicaments en France. Et sur ce coup-là, j'étais notamment avec les salariés de Sanofi il n'y a pas si longtemps, Sanofi qui a déjà supprimé 2000 postes de chercheurs alors qu'ils reçoivent le crédit d'impôt recherche à hauteur de 150 millions. Et Sanofi va encore continuer à fermer des sites et à licencier des personnels et des chercheurs dont nous avons absolument besoin dans notre pays. Donc sur l'homéopathie, c'est une question qui me paraît être une question petite. Allez, on avance pour parler de la France insoumise. Votre nouveau coordinateur Adrien Quatennens s'interroge. Le mouvement doit-il s'intégrer dans un cadre plus large pour la présidentielle ? Ça veut dire quoi ? Des alliances possibles, un nouveau mouvement ? Je ne sais pas. Alors, je n'ai pas entendu ça d'Adrien Quatennens, mais en tout cas, la ligne que nous continuons à tenir et que nous tenons fermement, je ne sais pas dans quel contexte il a dit ça, c'est de dire que nous continuons à agréger autour d'un programme et non pas sur des cartels de partis, sur des additions d'étiquettes. C'est sur cette question du programme et de la vision de la société que nous portons que nous continuerons à agréger. Et je pense que nous continuons à le faire depuis l'élection présidentielle, puisque la preuve en est, nous avions comme tête de liste aux européennes quelqu'un qui ne venait pas de la France insoumise directement, mais qui était porte-parole d'Oxfam, qui est Manon Aubry. Et justement, Jean-Luc Mélenchon est le seul candidat légitime pour 2022 ou il y en a d'autres qui sont possibles ? Nous sommes un collectif à la France insoumise. Je souhaite, moi, que Jean-Luc Mélenchon soit candidat en 2022 parce que je pense que c'est lui qui a remis notre famille politique sur pied en disant nous pouvons gagner et imposer nos idées dans le pays, non pas parce que nous avons un goût du pouvoir, mais parce que nous pensons que ce sont des bonnes solutions pour le pays, notamment avec la solution de la constituante qui me semble être une sortie par le haut positive. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes énormément et vous n'en avez pas fini avec nous. Et ce sera le mot de la fin. Merci Mathilde Panot. Très bonne soirée sur France.